Mesdames, Messieurs les agents, j'ai reçu il y a quelques jours, dans le cadre de mes interminables démarches, en vue de l'obtention d'un titre de séjour, une convocation dans vos locaux 648 rue de la Roquette à Paris 11e, à 14 heures, pour effectuer un test de positionnement en langue. L'État, par vos services, veut palper mes besoins, veut tripoter mes lacunes. Il veut tester mon niveau en langue française, puis m'interroger lors d'un entretien personnalisé. Et si tout ça n'est pas bon, si je rate mon QCM, ou si je foire l'entretien, peut-être dira-t-on à 6 mois le titre de séjour d'un an que je quémande depuis tant d'années. Mesdames, Messieurs, je comprends très bien qu'il vous faille, par le travail, gagner votre vie et lui donner un sens. Cependant, avec cette convocation, ce travail vire au tripalium, au désastre humaniste. Je le vis comme une attaque très personnelle et intime. Avec cette convocation, vous tentez d'humilier un jeune homme dont les cris à la naissance entre les jambes de sa mère furent en langue française, niveau soutenu s'il vous plaît. Me soumettre à un QCM avec à mes côtés un pauvre Soudanais qui tenterait héroïquement de jeter ma copie m'est insupportable. Mesdames, Messieurs les agents de l'OFI, je ne compte pas me rendre à votre convocation. Je vous envoie mon roman, lisez-le. Dans le métro, dans la rue, dans l'avion, dans le train, dans vos water closets, dans vos salles de réunion, dans vos salles d'attente, et prenez garde. Le délit de solidarité sera bientôt crime contre l'humanité. En espérant que mon refus justifié de me présenter dans vos locaux ne déchaîne chez vous une des raisons d'État, je vous souhaite, mesdames et messieurs, les agents, une bonne lecture, clandestinement vôtre. Signé Charles X. Laissez-vous embarquer par la roue libre. Émission présentée par Jules Tarlat et Hugo Ferrari. Bonjour et bienvenue dans la roue libre. Bonjour Charles Chimi. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Oui. Alors Charles Chimi, vous êtes né au Cameroun il y a 30 ans. Vous êtes diplômé de sciences politiques à l'université Jean Moulin de Lyon et vous vivez depuis plusieurs années en France. C'est ça ? C'est très bien. Ouais. Donc on vous reçoit à l'occasion de la sortie de votre premier roman, Clandestinement Vôtre, publié aux éditions Lattès sous le label La Grenade. Ce roman suit le quotidien d'un jeune Camerounais qui décide d'aller étudier en France et qui cherche à obtenir un titre de séjour qu'on lui refuse. Un jour, il reçoit une convocation de l'administration pour passer un examen de français dans le cadre de l'obtention du titre de séjour. Il refuse de s'y rendre et préfère adresser ce roman à l'administration. Donc ce jeune homme porte votre nom. Alors première question, est-ce que ce jeune homme c'est vous ? C'est mon narrateur. Charles, il a des aspects de son auteur, mais Charles, c'est avant tout un narrateur, puisque c'est un roman. Mais je ne peux pas dire exactement que le Charles du roman, c'est moi. Ouais. Mais nous avons des points communs. Dans votre livre, vous décrivez la difficulté d'étudier dans votre pays d'origine. Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne l'enseignement au Cameroun ? Alors, l'enseignement universitaire est un peu plaqué sur l'enseignement français, quoi. C'est-à-dire qu'on reprend un peu les anciens méthodes, l'ancienne organisation des universités françaises en Afrique, quoi. Et disons que je ne veux pas généraliser tout l'enseignement parce que l'enseignement technique, c'est pas la même chose que l'enseignement général. L'université en sciences politiques, c'est pas la même chose que les universités que les écoles d'ingénieurs, quoi. Donc, moi, dans le roman, je parle de l'enseignement des sciences humaines, sciences politiques, droit. Et ce que je trouvais de pathétique, disons, c'est le côté... on recopiait et je ne sentais pas que nous, étudiants, à l'époque, nous apprenions des choses qui étaient intéressantes. Voilà. Vous avez l'impression qu'il y avait la forme, mais que le fond n'était pas forcément là ? Tout à fait. Qu'il y avait la forme et aussi je voyais très bien où est-ce qu'on partait, le chômage de masse, quoi. Parce que ceux avant nous,
s'ils ne réussissaient pas des concours d'État, eh ben, c'était la rue. Voilà. Et qu'est-ce qui vous attirait justement dans l'université française? Pas grand-chose au fond. C'était un échappatoire en fait. Je voulais quitter d'un trou pour m'accrocher sur une autre branche. Et l'université française, c'était une branche parmi tant d'autres. Voilà. Et est-ce que vous ressentiez profondément justement le besoin d'aller ailleurs, de découvrir un autre monde? C'était plutôt ça qui vous stimulait? Euh, oui. Et au départ, alors, avant d'avoir envisagé de venir en France, j'ai d'autres pays africains qui m'ont fait rêver, quoi. Le Sénégal. Moi, je rêvais aller au Sénégal parce que pour moi, c'était un peu le pays des intellectuels en Afrique. Voilà. Donc, c'est un pays qui a eu une forte influence sur moi. Mais j'ai pas pu aller au Sénégal. Voilà. Et du coup, je me suis rabattu Sur en la France. Voilà. Et à 24 ans, quand vous arrivez sur le territoire français, quelle est la première image que vous gardez en tête? Euh, alors, je suis arrivé à Orly, D'accord. déjà. J'ai trouvé ça. Orly Sud, Orly Nord, vous vous rappelez? Orly, voilà. J'ai trouvé ça très super. Mais c'est plus le sentiment que j'ai maintenant. Je suis maintenant, j'ai fait 6 ans, 5 ans en France, donc je n'ai plus le même sentiment que j'avais à Orly à l'époque. Quand j'arrive, je vois un pays extravagant. Voilà, c'est l'extravagance un peu des infrastructures, des gens qui. Je n'avais jamais vu autant de monde d'infrastructures. Donc c'était l'éblouissement, un sentiment aussi d'être perdu et d'être retrouvé en même temps. Un sentiment contradictoire. Voilà. Et votre narrateur veut absolument vivre à Paris, il ne veut pas aller habiter ni en banlieue ni en province. Ouais. Que représente Paris pour vous? Je fais un petit marche arrière sur le narrateur. Oui. Il a vécu en banlieue quand même, le Oui, narrateur. à Lyon. Non, à. Ah oui, Viry pardon, Châtillon. en Viry-Châtillon. province à Ouais, Lyon et dans- en banlieue. Oui, dans l'Essonne, voilà. Donc, c'est fort de cette expérience en banlieue qu'il ne veut pas partir, qu'il ne veut pas retourner en banlieue, quoi. Donc, il préfère Paris. Que représente Paris pour moi à l'époque, disons, quand je suis arrivé en France, pour moi, c'était la ville de la Révolution. Voilà. C'était la ville, c'était la commune de Paris, c'était la ville des Lumières, c'était l'art, voilà. Il y avait une espèce de, je idéalisais Paris, voilà aussi. Je me disais que c'est là que ça se passe, voilà. Pas à Marseille, quoi, mais à Paris. Mais ça, j'ai, à force d'y vivre et d'expérience, je constate que ce n'était que un fantasme de révolutionnaire raté, voilà. Est-ce qu'il y a des quartiers dans Paris que vous préférez à d'autres, des endroits Ah oui, moi j'adore Nord de Paris, 18e, Montmartre, Château-Rouge. Je trouve que c'est un quartier très, très chaleureux. J'adore aussi le 19e où je vis, Laumière, Jaurès. Et le 20e aussi, je trouve que c'est des endroits formidables. J'aime bien aussi Saint-Germain-des-Prés, je suis mon éditeur. Voilà. Et justement, qu'est-ce que vous préférez faire à Paris? Alors, la vie culturelle à Paris est très intense. À l'époque, À l'époque, fut un à temps. l'époque il Fut un fut un temps, ouais. voilà, quand nous pouvions sortir encore au-delà de 18h. Voilà. Et sans masque, oui. Alors, moi, j'ai vécu à Paris étant sans papier. Je me suis jamais ennuyé, quoi. C'est-à-dire que je faisais plein de choses. Je partais de conférence à conférence. J'allais au Collège de France. Je voyais des amis. J'assistais à des conférences. Je lisais. Je faisais du bénévolat dans des organisations non gouvernementales comme au Secours catholique. Et ça, je pense que ça n'était que ça a été possible parce que j'étais à Paris. Si j'étais en banlieue ou à Lyon, qui n'est pas une petite ville, mais je ne pense pas que j'aurais eu une vie assez intense, malgré mon ex-condition de... Dans le roman, on sent que votre téléphone portable est un objet très important. Quel rôle justement a joué votre téléphone à votre arrivée en France?
C'est la vie, ça, le téléphone portable. Même si il y a un discours très conservateur et très réac parfois, où on aime bien dire les appareils, tout ça. Ça, ce sont ceux qui peuvent se permettre de considérer le téléphone comme secondaire, ça. C'est-à-dire que pour moi, ça a été une question de vie, voilà, de survie, si on veut. Voilà. C'est grâce à mon téléphone portable, j'ai pu dormir des soirs au chaud. Et si j'avais pas de téléphone portable, si j'avais pas de la connexion Internet, je pense que à l'heure où nous sommes, peut-être je ne parlerai pas devant vous, quoi. Donc le téléphone, il a joué un rôle fondamental, pas tant quand je suis arrivé en France, mais plus quand j'ai basculé sans papier. Voilà, c'est là qu'il était presque comme mon cœur, quoi. Voilà. C'était vital. C'était vital. C'était vital. Et justement, les rencontres par application, Ah, ça permet de sociabiliser les gens aussi. Ouais, alors c'est bizarre parce que j'ai découvert ce monde-là bien après mon arrivée en France. C'est-à-dire que c'est quand je suis à ma 3e année que j'ai su que ça se passait comme ça dans ce pays. Sinon, avant parce qu'en Afrique, ça n'existe pas du tout. Ah non, pas du tout. Ah il y a non. pas ce- Bon, sauf pour des gens qui veulent rencontrer des gens ici. D'accord. Mais pour se faire des rencontres dans le pays, c'est dans les bars, c'est dans la rue que ça se passe. Et donc, après 3 ans d'avoir passé mon temps à chercher, à courtiser dans la rue, je trouvais ça on me disait que j'étais ringard. Donc, j'ai découvert le monde des applis et pour le coup, ça a été aussi très utile parce que ça allait très, très rapide et je n'avais pas besoin, parce que je n'avais pas de moyens, donc je n'avais pas besoin de proposer des verres à des demoiselles, ça me coûtait moins cher. Dans un bar, si tu veux t'adresser, tu proposes au moins un verre. Voilà. Ouais. Or, à l'appli, j'ai découvert que ça allait très vite et que j'étais protégé en fait. On ne sait pas qui j'étais ou voilà. Et donc, pouvait s'installer rien qu'une espèce de dialogue avec la personne qui se situait de l'autre côté de l'écran. Et bizarrement, ça aussi, pour moi, c'était un moment de vérité, les applications. Voilà. Où il n'y a que les mots en fait qui comptent. Voilà. Voilà. Les mots et pas comment je peux dire ça, tout l'habillement social qui me faisait défaut, voilà, dans une rencontre ordinaire. C'est-à-dire que, imaginons que je rencontre une fille dans un bar et on finit de boire un verre, après on dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On rentre chez qui? Je vais pas dire chez moi, parce que j'ai pas chez moi, donc... Dans le roman, votre personnage principal crée le Parti des sans-papiers, ouais. qui ne rencontre pas un gros succès. Est-ce que vous pensez que les clandestins devraient s'organiser en mouvement politique? Ou c'est un fantasme littéraire? Ouais, c'est une galéjade, c'est un fantasme littéraire, une galéjade. C'était pour mystifier un peu la lutte ou bien la trajectoire du narrateur. Est-ce qu'il devrait s'organiser en parti politique? Non, je pense qu'ils sont confrontés à d'autres réalités, d'autres exigences que la politique. Et si véritablement ils doivent parler politique, c'est pas sous la forme d'un parti politique, mais plutôt de petites organisations, de petits groupes essayistes de réflexion. Non, là, on a la plus fiction littéraire, là. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, généralement, on découvre un nouveau pays par sa culture ou par sa nourriture. Ouais. En vous lisant, on a l'impression que vous découvrez la France par les femmes, en enchaînant les conquêtes. Et justement, pouvez-vous nous expliquer quel rôle ont joué ces femmes dans votre installation? On parle aussi du personnage, hein, D'accord. du personnage du roman, bien sûr. Alors, je pense que le personnage il est plus intéressant que l'auteur, Oui. donc je vais parler du personnage. C'est pour ça. Ouais. Ouais. Alors, oui, effectivement, les femmes ont joué un rôle central dans la trajectoire du narrateur. Et pourquoi? Je pense que le narrateur, il est doté un peu d'une petite culture, voilà, premier élément. Et il a constaté que les hommes, malheureusement, n'étaient pas des alliés fiables
ou bien c'est lui qui n'était pas assez fiable pour les hommes, je sais pas, voilà. Et je pense que c'est le narrateur, c'est quelqu'un d'assez fragile, c'est-à-dire que de par sa condition sociale, et les femmes un peu, elles sont pour le narrateur, elles apportent au narrateur une chaleur humaine qu'il n'a pas, voilà. Et par cette chaleur, il découvre aussi la France et c'est ça qui lui permet même aussi un peu de tenir, voilà. Je pense que, et comme je dis dans le texte, c'est la patrie du narrateur, voilà. C'est sa véritable patrie. Est-ce que vous pensez que les femmes ont un rapport différent aux différences sociales, qu'elles sont moins par rapport aux hommes qui ont plus ce regard-là? Non, en vérité, pas du tout. Mais disons que c'est une relation aussi un peu d'intérêt, quoi. C'est-à-dire que Oui. entre femmes et hommes, quoi. C'est-à-dire qu'au contraire même, c'est-à-dire que les hommes, ça peut, il n'y a pas de relation d'intérêt et du coup, aux yeux d'un autre homme, je peux paraître très banal, quoi. Mais aux yeux des femmes, où s'installe l'espèce d'intérêt, c'est-à-dire qu'on te regarde, on regarde la femme parce qu'elle nous plaît physiquement et elle, en retour, elle nous regarde parce que peut-être elle apprécie, je sais pas quoi, notre façon de parler, ou notre amour de la littérature, ou notre manière de penser, ou notre fric, sauf que sur moi... Bon, elles croyaient que j'avais du fric en fait. Certaines croyaient que j'avais du fric, mais ça c'était l'apparence, voilà. Ou que j'étais en fait normal, pas que j'avais du fric, mais que j'étais un homme ordinaire. Parce que le narrateur, dans ce qu'il raconte, en fait, et les femmes qui racontent, la plupart ne savent pas Oui. que c'est un narrateur, qu'il est sans papier, qu'il est clandestin. Il cache cette identité-là. Voilà. Et vous, en parlant des femmes, vous parlez aussi beaucoup de la mère du narrateur dans le roman. Ouais. Quelle valeur vous a transmis votre mère et la mère du narrateur au narrateur? Ça fait beaucoup de narrateurs. Ça fait beaucoup de narrateurs, mais Alors, question. il n'y a qu'un seul narrateur. quelle valeur a transmis donc la mère du narrateur et... Et ensuite la vôtre. Ah, d'accord. Valeur, le, le narrateur ne représente pas beaucoup en termes de valeur, mais je comprends votre question. Mais valeur, disons plutôt, c'est une protection, une espèce de couche intérieure, une protection, voilà. C'est-à-dire qu'il y a une sensibilité, voilà. C'est plus ce que ces deux femmes-là apportent au narrateur, c'est-à-dire une sensibilité aux choses, au monde et aux êtres, voilà. C'est-à-dire que c'est ce que la maman du narrateur lui a transmis. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit aussi, c'est-à-dire que même si parfois il n'était pas en contact avec sa mère, il se sentait protégé par l'amour maternel. Et je pense un peu que ce qu'il apprécie ensuite chez le personnage Stéphanie, c'est cette même couche, c'est ce regard, voilà, qui a sauvé le narrateur un peu de sa propre folie. Petite question comme ça, est-ce Ouais. que donc vous venez du Cameroun, est-ce que vous y êtes retourné depuis votre arrivée en France? Pas du tout. J'attends que les autorités m'y invitent. Avec la sortie de ce roman, j'attends toujours. Votre personnage au départ vient en France pour apprendre à gouverner et retourner au Cameroun, devenir dictateur suprême du pays. Oui, il veut faire une révolution dans son pays. Parce que au fond, pourquoi le narrateur part de son pays? C'est pas tant pour faire ses études, même si c'est un prétexte, parce qu'il faut, à l'ambassade, il faut justifier le visa. Mais au fond, lui, ce qu'il a envie de faire, ce qui le motive, c'est la révolution, quoi. Et dans son imaginaire, Paris, la France, c'est le pays de Robespierre, c'est la révolution de 1789. Et il se dit qu'il viendra ici, voilà, il va apprendre un peu, parce que dans son pays, rien ne se passe politiquement, quoi. Il n'y a pas de mouvement bien organisé, il n'y a pas de... Voilà. Et donc, il se dit qu'il va venir en France pour apprendre déjà la pratique et la théorie révolutionnaire, et aussi qui va se constituer, qui va amasser du fric. On ne sait pas trop comment. C'est un peu un idéaliste. Je ne sais pas s'il croit qu'en arrivant en France, il va ramasser l'argent sur le trottoir. Voilà. Et donc, oui, il voulait rentrer dans son pays pour faire la révolution. Parce que des jeunes comme lui, il estime que la jeunesse de son pays est calcinée. Voilà. Voilà. Mais il va
pas pouvoir engranger du fric. Et au lieu d'apprendre à faire la théorie et la pratique révolutionnaire, il sera amené par la tempête du réel de sans-papier. Voilà. Il va plutôt apprendre à survivre tout au long de son roman, au lieu d'apprendre à faire la révolution et après rentrer dans son beau pays, le Cameroun. Alors, Charles Chimy, vous avez du style en termes d'écriture, mais aussi dans la vie. Vous avez un style vestimentaire assez particulier. Est-ce que vous avez des modèles dans le style vestimentaire? Des gens qui vous ont inspiré ou... Alors, dans le style vestimentaire, pas du tout. Pas du tout. Autodidacte. Autodidacte pur et dur. Et je pense que ça fait aussi partie même d'une caractéristique du personnage, en fait, qui s'est habillé, en fait. Je pense qu'il a senti un peu la société dans laquelle il est. Et il s'est dit, d'abord, comment passer entre les mailles du filet, comment éviter la police, comment éviter les regards étrangers, comment vivre tranquille, quoi. Et je pense qu'il a commencé à s'habiller en prenant des petits objets tranquilles. Il s'est un peu habillé par instinct, quoi. Dans ce style, c'est un style qui peut paraître fouillé, mais c'est très instinctif, quoi. Voilà. Et qui pour la littérature, pour le style littéraire, c'est une autre histoire, ça. Voilà. D'accord. J'ai l'impression que notre petit chroniqueur Alex Witz est arrivé. Il est parmi nous. Bonjour Alex. Bonjour Jules, bonjour Hugo. Et bonjour à notre invité, Charles Chimy. Tout d'abord, je suis très heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. J'ai lu votre livre et je dois dire que j'ai été bluffé. Voilà, il y a aussi incroyablement curieux à l'idée de vous rencontrer. D'abord parce que votre livre est d'une grande qualité, mais aussi parce que vous nous relatez un parcours de vie, votre parcours de vie, ou en tout cas de ce que j'ai pu comprendre, celui de votre narrateur, qu'on ne pourrait tout simplement pas imaginer ou croire si vous ne nous le racontiez pas. Et j'aimerais revenir sur certains événements auxquels vous avez pu être confrontés durant ces années, à commencer par votre arrivée en France, où j'ai naïvement pensé que pour un Camerounais, débarquer à Lyon pouvait constituer un beau clin d'œil, mais jusqu'à ce que j'apprenne un peu plus loin que vous ne portiez pas forcément les indomptables dans votre cœur, ni même le foot en général d'ailleurs, donc pas surprenant que votre instinct vous ait amené à Paris plutôt qu'à Marseille. Et donc c'est d'abord en banlieue parisienne, puis dans la capitale, que vous entamez alors une vie de clandestinité, avec à ce moment-là déjà 2 obligations de quitter le territoire français à votre actif. On est d'ores et déjà sur une belle performance dans le beau championnat qu'est l'administration française. Pour ma part, je n'arrive pas à dépasser le cap des mises en demeure du huissier de justice, mais force est de constater que malgré mes efforts répétés, vous et moi, nous ne jouons visiblement pas dans la même cour. Vous êtes un aventurier, un explorateur, quand de mon côté, je n'ai été jusqu'ici, aux yeux des institutions publiques, qu'un amuseur de l'éducation nationale, un infructueux contribuable au prélèvement obligatoire, ou encore actuellement un éphémère numéro de Pôle emploi. On m'a cependant quand même déjà fait subir un contrôle d'identité au faciès, dont vous parlez d'ailleurs de manière assez surprenante dans votre roman, et même là, impossible de me faire remarquer. Mais comme vous, je ne suis pas du genre à perdre espoir, alors j'ai décidé d'oser. Comme vous, je me suis senti prêt. Et c'est pourquoi, au moment où je vous parle, mon passeport, ma carte d'identité et même mon permis de conduire ont tous expiré depuis maintenant plusieurs années. Sauf que pour moi, tout le monde s'en fout. Pas très fair-play tout ça. En même temps, s'ils voulaient me virer, je me demande bien où on pourrait m'envoyer. C'est vrai, je suis un éternel insatisfait, un râleur, un brin arrogant. Je suis terriblement français. Je pourrais difficilement m'acclimater ailleurs. Plus sérieusement, je n'ai évidemment rien de comparable à votre parcours. Et si je n'ai pas refait mes papiers, ce n'est que par pure phobie administrative. De toute façon, il me suffit de voir sur mon courrier la mention République française pour que je frôle la crise d'angoisse. Et sur l'enveloppe, les mots liberté, égalité, fraternité inspirent tout sauf de la confiance, puisque c'est rarement une bonne nouvelle qu'on découvre à l'intérieur. Soit tu as quelque chose à payer, soit tu es convoqué quelque part. Et en France, un seul rendez-vous dans une administration publique suffit à vous convaincre d'y retourner le moins possible. Parce qu'on peut préparer le dossier le plus béton qu'on veut, le plus béton possible, il y aura toujours un papier qui manque. Et ça, on ne te prévient pas avant, ce serait trop facile. D'abord, tu patientes une demi-journée en attendant que l'écran affiche ton tour. Tout ça pour te faire engueuler derrière une vitrine parce que tu as oublié le formulaire B724. Alors encore une fois, rien de comparable, pas de comparaison possible entre ma redoutable fainéantise et votre situation qui, elle, a dû s'accompagner d'un mental à toute épreuve. Vous dites d'ailleurs que vous viviez, ou en tout cas le narrateur dit qu'il vivait avec 50 € par an. C'est vrai que niveau loyer à Paris, c'est un peu juste, on va pas se mentir. Mais mine de rien, vous racontez aussi que vous dormiez parfois dans les plus beaux quartiers de Paris, grâce aux femmes notamment que vous rencontriez via des applis. Une stratégie finalement qui mêle l'efficacité de Tinder et la simplicité d'Airbnb. Est-ce que vous n'auriez pas inventé là le nouveau concept peut-être révolutionnaire du Airbnb? Peut-être un bon moyen de financer la campagne du PSP en 2022, le parti des sans-papiers que vous évoquez dans le livre. Enfin moi je terminerai là-dessus, même si c'est vrai, je dois l'avouer, il y aurait encore beaucoup d'autres choses que j'aurais pu aborder tant vous partagez d'anecdotes dans le livre. Alors je vous dis simplement félicitations pour votre premier roman.
Et moi, j'arrête cette chronique ici parce qu'après tout, c'est juste un bout de papier. Merci Alex. Merci Alex. Merci pour cette chronique. Excellent. Vous voulez rebondir sur... Ah si, oui. Déjà, merci, vous êtes magnifique. C'est ma première chronique, donc Merci et ce beaucoup. sera la meilleure, petite, je crois. Alors, je suis très belle chronique, juste revenir sur quelques petits points. Déjà, alors, que je n'aime pas le foot. Moi, je suis... j'ai passé mon enfance à jouer au foot. Et tous les samedis, je joue lorsque c'était possible, avec des copains du futsal à Aubervilliers. Mais c'est vrai, ce que je ne regarde plus, ce que je regardais avant, c'est-à-dire que c'est le professionnel, quoi. Oui. C'est ce foot. Je vais faire être gauchiste, ce que je ne suis pas, mais c'est le fric, quoi. C'est le spectacle que. Mais si l'un de vous joue au foot, un de ces quatre qui cherche un coéquipier, je suis partant. Vous êtes, Bah, avec vous êtes plaisir. chaud. Voilà. Ok. Donc, et sur le côté 50 € par. Alors là, oui, je partage cette expérience avec le narrateur, effectivement. Et, donc là, j'assume cette pauvreté christique. Moi, mon record, c'était 2 semaines, 20 €. Donc vous êtes quand même très loin de moi. C'est pas mal. D'accord. Est-ce qu'il y a eu une déception du narrateur à quand il a commencé à vivre en France par rapport à la mentalité des Français qu'il imaginait révolutionnaire et qui en fait le sont sans doute un peu, mais pas tous et pas tout le temps. Je pense que la déception du narrateur, non. Alors, c'est de l'auteur plutôt. Le narrateur, il n'a pas eu de déception. Je pense parce qu'il n'avait pas d'attente spécifique des Français. D'ailleurs, la preuve, c'est que la lettre initiale, le prélude, s'adresse à l'État. C'est-à-dire qu'il ne pensait pas les Français plus vertueux que les Camerounais. Voilà. Donc, de ce côté-là, le narrateur, il a rencontré des bons Français de souche et des mauvais Français. Des Français Où il y a des cons partout. banals. Voilà. Ça, il y a des cons partout. Non, je ne pense pas que le narrateur il s'est situé dans cette espérance français révolutionnaire ou français. Voilà. Est-ce que vous partagez un peu comme le personnage de votre roman la passion de ne rien faire, la oisiveté, de se balader, de regarder ce qui se passe? Parce que moi je fais partie de ce club. Vous trouvez que le narrateur... Il y a des moments où il regarde en fait les Parisiens aller vite, courir, et on a l'impression qu'il est en retrait et qu'il est là, il regarde, il se repose. Je pense surtout qu'il est victime en fait. Non, il n'est pas victime, c'est-à-dire que c'est sa fatalité, quoi. C'est-à-dire qu'il est sans papier, sans boulot, sans logement, sans... sa réalité, elle confine une sorte de contemplation un peu presque poétique, quoi. Voilà. Mais justement, ce rien faire là précisément, ce confinement obligatoire qu'il a expérimenté avant vous tous, il trouvait un peu son compte, voilà. Et c'est peut-être grâce à ça qu'il a pu se rêver ou se penser une capacité d'écrire et voilà. Et alors là, on va s'adresser à l'auteur. Ouais. Quels sont les livres et les écrivains qui vous ont marqué, vous? Ah là là. Alors, on va aller par ordre, en vague comme ça. Je vais citer. Je pense que dans le livre d'ailleurs, il y a quelques indices. Oui. Il y a Voltaire déjà. Oui. C'est-à-dire que. Alors, il faut savoir qu'au Cameroun, en fait, bon, c'est un peu la particularité de tous les pays francophones africains. La plupart des livres qu'on a à disposition, ce sont des classiques, quoi. Ce sont des anciens livres. J'ai peu lu de contemporains, de modernes, pas par mépris ou bien par. Mais c'est parce que c'est pas ce que j'avais sous la main. Voilà. Et ce que moi j'avais sous la main, c'était Baudelaire. Excusez-moi, Charles Baudelaire, c'est pas. Plutôt Voltaire, oui, Voltaire. Qui m'a beaucoup marqué. Albert Cohen, Les Valeureux, c'est mon roman fétiche. Voilà. D'où le côté un peu excentrique ou fantaisiste de ce roman. Albert Cohen Dotowski, que j'ai lu en classe de 3e et dont
J'ai lu ses récits, Le rêve d'un homme ridicule, qui m'a aussi bouleversé. C'était très intéressant. Dostoevsky, Céline, beaucoup. Alors, Céline, moi j'ai commencé à lire aussi au Cameroun, et je ne savais pas qu'il était. J'ai lu sans contexte historique. Et donc, D'accord. je ne savais pas qui. D'ailleurs, c'est parce que c'était que l'antisémitisme, pour dire vrai. J'étais un peu ignorant, je ne savais pas. Donc, je lisais ses écrits. Quand je lisais Céline, moi, je hurlais de rire, en fait. Et c'est quand j'arrive ici que je. D'ailleurs, la petite histoire, c'est que quand je pars chez mon ex pour la première fois, j'ai à la main le livre de Céline parce que je vais impressionner ses parents. Oh, mon ex était une juive. Et donc, moi, j'arrive dans la maison, je pose le livre comme ça et c'est elle qui me bouscule comme ça. C'était l'école des cadavres, d'ailleurs. D'accord. Un peu, Oui, Ah donc oui. c'était pas Voyage au Oui. bout de la nuit où c'était Voilà. tout de suite Et un c'est peu elle plus qui rude. et qui me fait un signe de la main. Ah oui. Et c'est à partir de ce moment que je. Et aussi, il avait déclenché une polémique sur la réédition de un pamphlet de Céline. Oui. Que je commence à comprendre que. Voilà. Donc, donc Céline, qui d'autre m'a beaucoup que j'aimais, Baudelaire, Charles Baudelaire. Et là, il partage aussi avec un narrateur un peu tout à l'heure. Vous parliez de rien faire, Baudelaire, il se définissait. Il parlait du dandy, la figure du dandy Oui. chez Baudelaire, voilà. Et c'était comme une espèce d'aspirer au sublime, quoi. Oui. Voilà. Et qu'est-ce qu'aspirer au sublime, c'est. Je pense que mon narrateur un peu, il aspirait un peu à ça, voilà. Ou il était forcé un peu d'aspirer à ça, voilà. Baudelaire, et j'ai aussi des écrivains d'autres africains, mais alors le rapport avec les écrivains africains camerounais, il est autre, quoi. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'affection pour Amadou Kourouma, pour Mongo Betty, mais lui, je l'ai aimé à l'époque, mais quand j'ai un peu grandi et pris en prétention, j'apprécie moins, mais il a beaucoup compté pour moi à une époque. Donc Mongo Betty, Amadou Kourouma, Voltaire, Céline, Albert Cohen, Dostoevsky et Gogol, voilà, le russe. Et pour la petite histoire aussi, moi je me faisais appeler le russe quand j'étais en classe de 3e. Voilà. D'accord. J'étais très fasciné par Dostoevsky et Gogol. D'accord. Voilà, ce sont les auteurs qui continuent de compter pour moi. Et voilà. Je ne sais pas si en lisant. En lisant le roman. Je sais pas, parce que. Il y a Albert Camus aussi, qui est Oui. pas mal présent dans le roman. Ah ouais. Alors, parce qu'Albert Camus, c'est l'auteur fétiche de la famille, mais moi, j'ai pas beaucoup aimé Albert Camus. D'accord. Mais peut-être. C'était plutôt vos frères, enfin en tout cas dans le roman, pardon, vous racontez qu'effectivement vos frères débattaient beaucoup de Camus, etc. C'est l'écrivain familial. D'accord. Alors, je vais vous faire un petit tac au tac. Alors, c'est deux propositions, vous choisissez l'une des deux. Alors, le Ndolé ou la blanquette de veau? Ah, Ndolé. D'accord. La bière Castel ou le Côte du Rhône? Côte du Rhône. Française ou camerounaise? Ah là là. Métissage. Appen ou Tinder? À l'époque, j'aurais dit Tinder. D'accord. Lyon ou Paris? À Paris. Brice Hortefeux ou Manuel Valls? Voilà. Pas facile, hein. Obligé de répondre. Vous avez un joker, vous la laisse. J'en ai une deuxième du coup, Chirac ou Balladur? Chirac. Chirac. Ouais. Justement, Louis-Ferdinand Céline ou Bukowski? Oh là là. Céline. Céline. Ouais. Littérature ou sciences politiques? Littérature. Cameroun ou France? Euh, Un deuxième joker. Non, je vais répondre. Alors, très. Je risque de me faire des ennemis. Et j'ai pas intérêt à dire. Alors, au Cameroun, je suis lié par ma famille, mes amis d'enfance. Ça, c'est le véritable cordon que j'ai. Mais le pays en lui-même, les paysages ou la politique, ça ne me. J'ai aucune espèce d'affection. Et pour la France aussi, j'ai envie de dire que c'est plus l'idée de la France, voilà. C'est-à-dire que. Voilà. Donc je peux aussi renvoyer aucun aussi, comme ça. En attendant créer mon pays les sans-papiers. D'accord. On voudrait savoir comment s'est passée la transmission de votre manuscrit à la Grenade. Comment s'est fait la rencontre? Alors, là aussi, je pourrais aussi écrire un roman
Sur ce passage, j'étais au bord de la piscine en 2019, août 2019, avec mon ex et mon fils. Je contemplais, j'étais sur mon téléphone, voilà, j'étais sur LinkedIn, je cherchais du boulot. Et là, je vois que mon frère a liké le statut de Maïr qui annonçait sur LinkedIn qu'il est le nouveau directeur d'une collection chez Lattès, que ceux qui ont des premiers romans peuvent lui envoyer. Et c'est comme ça que j'envoie un message, je salue. Alors, je salue Maïr et si ça vous gêne pas, j'ai l'air cette Allez-y, conversation. allez-y, avec plaisir. Bonjour, félicitations pour votre nouveau poste chez JC Lattès. J'ai un manuscrit que je traîne depuis un an dans ma bibliothèque. Je serais heureux de pouvoir vous le confier. Cordialement, Charles Timmy. Ce que j'envoie. Il me répond bonjour, bien sûr. Merci de me l'envoyer à son adresse. Bien à vous. Merci, je vous le transmets dimanche sans faute. Je suis actuellement en vacances. Bonne fin de journée. Et donc, je pars lundi, j'envoie. Et une semaine plus tard, il me rappelle et très motivé, il me dit voilà qu'il apprécie et c'est comme ça qu'il me dit écoute, il y a encore des choses à refaire, à revoir et que en tout cas le texte l'intéresse et c'est comme ça que l'aventure commence. Voilà, donc c'était une étape très importante en plus parce que quand on s'est vu pour la première fois aussi, j'ai senti parce que quand j'ai envoyé le texte était, je sentais qu'il était inabouti parce que j'ai écrit dans des conditions de 50 € par an. Quoi. C'est pas très propice voilà, au travail, de l'art, tout ça. Donc j'ai senti qu'il m'avait senti, quoi. Ouais, et ça m'a donné une espèce de regain de force et de. Voilà, il m'a dit écoute, on va. Il m'a dit confiance, voilà. Et je l'ai suivi. Il m'a suivi, voilà. Est-ce que justement vous avez un second roman en préparation? J'ai 1000 romans dans ma tête, bon. Mais j'ai pas encore commencé j'ai pas encore décidé sur le deuxième quelle thématique, je me suis pas encore engagé dans la rédaction du deuxième roman, mais ça cogite. Ouais. D'accord. Alors Hugo, c'est la fin de cette émission. Absolument. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, Charles Chimmy? Oui, déjà je voudrais vous remercier. C'était une très belle interview et une très belle chronique. J'espère que Merci beaucoup. je pourrais, vous pourrez me l'envoyer, ça ne vous dérange pas. Oui, avec plaisir. Je vais la mettre sur un tableau et l'afficher comme un Pas de comme un problème. trophée. Voilà. Et si jamais je suis encore sans papier, je vais l'afficher aux flics. Voilà, et- Dites, j'ai une chronique sur moi. voilà, laissez-moi. voilà. Par un Français, écrit par un Français. Donc, Blond aux yeux bleus. tout à Long aux yeux bleus. Voilà. Donc, chers auditeurs et auditrices, on vous conseille encore une fois Clandestinement Vôtre de Charles Cédric Chimmy parce qu'on a beaucoup aimé ce livre Absolument. et c'était un réel plaisir de vous avoir à notre micro. Oui. Merci. Merci. Merci à vous. Et on terminera par si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous a pas plu, tant pis.